d'écrire chez les éditions LOL. Vous venez d'écrire Manuel de sauvetage pour compagnons maçons sans instructeur. S'il faut différencier instruction et formation maçonnique, quelles sont les subtilités que n'auraient pas intégrées les maçons qui démissionnent? En fait, justement, beaucoup arrivent pour venir chercher de la formation, pour chercher de la matière, pour se rassurer. Et la maçonnerie, c'est pas ça du tout. On vient pour chercher une caisse à outils. On vient pour chercher les outils. Et instruction, c'est l'élévation. Et l'élévation se fait par l'intérieur, pas par l'extérieur. Donc, tant qu'on va chercher de la forme, tant qu'on va chercher quelque chose qui se voit et qui rassure, ça ne pourra pas marcher. Donc, on instruit, on ne forme pas. Existe-t-il un ésotérisme du tapis de loge et est-ce que l'un de vous deux pourrait m'en dire un peu plus? Alors, le mot ésotérisme peut faire peur à de jeunes maçons, car encore, le compagnon est encore un jeune maçon. Je préfère peut-être envisager le tapis de loge comme un rébus éthique et métaphysique qui propose de rechercher des correspondances analogiques entre les éléments du tableau pour que la construction d'un temple devienne en fait la construction de soi-même par l'expérience de l'être éprouvé. Aussi, je ne peux qu'encourager les compagnons à comparer, à jouer au jeu des 7 et plus erreurs, les tapis de loge du premier et du second degré, dans lesquels ils vont chercher des nouveaux indices de leur grade. Bon, pour faire simple, ils vont quand même trouver la relation entre les outils et l'œuvre à accomplir, la relation entre francs-maçons à travers la fraternité, la relation entre le plan terrestre et le plan et celui du ciel, et bien sûr la relation entre la matière et l'esprit. Le nombre 5, souvent associé à la quintessence, est-ce que la quintessence couvre l'étendue des connaissances ou donne plutôt des objectifs aux compagnons et de quelle essence s'agirait-il? La quintessence, quand on écoute, quinte, c'est la cinquième essence. Initialement, il y avait 4 essences. Empédocle, il y a 25 siècles, définit nos 4 éléments. Et nos 4 éléments, il manque le cinquième qui est l'éther, mais initialement, on ne l'appelait pas l'éther, ça a pris plein de noms. Chez les Chinois, à la même époque, le 5e élément s'appelle la terre, c'est l'élément distributeur. Il est à la fois l'essence, c'est-à-dire il résume les 4 premiers, ça c'est la première chose, donc c'est l'essence des 4 premiers, et en même temps, il a une notion de distributeur. Sauf que chez nous, issus de notre culture grecque, on n'est pas dans du mouvement, on est dans des éléments statiques. Je le déplore d'ailleurs, c'est dommage, parce que nos éléments sont dynamiques finalement. Et s'ils sont dynamiques, cette 5e essence, elle n'est pas simplement le résultat, elle est aussi présente dans chacun des éléments. Donc pour résumer, c'est la 5e essence, celle qui résume les 4 premières. Allez, on va parler de l'étoile flamboyante et du G qui est dans l'étoile flamboyante. Assez souvent, on fait une liste de mots qui devraient correspondre à ce G. Je pense à gravitation, géométrie, génération, génie, gnose. Y a-t-il une gradation, y a-t-il une hiérarchie dans les mots signifiés? Et est-ce que s'il y a hiérarchie, est-ce que cette hiérarchie serait une préparation à la maîtrise? Oui, non, comment? D'abord, peut-être faut-il rappeler que tous les symboles sont interconnectés et se complètent. Ici, tout est symbole, cela veut dire aussi que nous sommes un symbole. Cela dit, la lettre G, effectivement, peut être envisagée comme l'initiale d'un mot à trouver. Mais ceux qui ont été énumérés dans la question ne sont pas les seuls. On trouve en effet des explications données au rite écossais rectifié ou au rite français philosophique qui disent que G veut dire gloire à Dieu, grandeur au vénérable et géométrie pour tous les francs-maçons.
Donc, bien évidemment, parmi les noms énoncés, on pourrait dire que c'est ceux qui sont plus d'inspiration des moderns, c'est-à-dire ceux qui se réclament des constitutions d'Anderson. Mais les Anglais traduisent davantage par le mot God, Dieu, c'est-à-dire qui lève toute l'ambiguïté sur les rituels christiques. Alors maintenant, est-ce qu'il y a une progression? Je ne crois pas parce que géométrie semble être le mot essentiel par lequel on veut faire commencer, grâce auquel le G commence. Terminer par la gnose voudrait dire que soit la géométrie serait inférieure, la gnose serait une avancée. Non, je ne crois pas qu'il y ait. C'est une énumération de pentamanie, en fait, parce qu'on pourrait bien imaginer d'autres mots que nous avons d'ailleurs essayé de faire dans une loge un jour. Et puis, il y a quand même les mots de générosité, gentillesse, pourquoi pas glamour, qui pourraient être trouvés. Bon, bien sûr, on retient que G est l'initiale d'un mot, mais G peut bien être également autre chose. Il peut parfaitement être interprété comme une lettre ancienne, un graphisme pur ou une carte du ciel, tout éléments qui sont expliqués justement dans le manuel. Dans l'ouvrage, il y a aussi des dessins, et je pense qu'il y a des dessins qui ont été extraits de travaux de Solange. Je pense à la pierre cubique. Et sur la pierre cubique, on peut se poser certaines questions. Par exemple, la pierre cubique, quand on parle de pierre cubique à pointe, est-ce que c'est une extrapolation? Est-ce que c'est une malvoyance? Et en plus, on trouve parfois sur la pierre cubique une hache. Alors, j'ai l'impression que ce symbole nous désoriente complètement. Est-ce que Solange ou Franck pourraient nous en dire plus? D'abord, par rapport à la pierre cubique à pointe serait une incitation à s'élever. Ce que l'on phallos, la pyramide, représente au-dessus de la pierre. La question est, qu'élève-t-on et comment fait-on? Cette représentation dit que c'est en soi que se trouve un principe d'ordre supra-individuel qu'il faut ajouter à l'individualité. Et sans doute, la hache, plutôt l'assia, c'est subassia, l'assia permet de fendre la pierre pour y chercher quelque chose et vous trouverez dans le manuel ce qu'on y trouve, c'est-à-dire l'étoile flamboyante. En fait. Vous voyez que tous nos symboles sont interconnectés. Maintenant, il y a une deuxième approche qui peut être considérée comme simplement un jeu de lumière dans l'apparition des points de fuite des angles de la pierre cubique, suivant l'angle d'observation. Bon, cette approche s'inspirerait davantage des tracés d'architecture et de stéréotomie très nombreux au XVIIe siècle, en particulier ceux de Philibert Delorme, le Lyonnais, et pour cause, et Abraham Boss. Bon. Qu'est-ce qui unit ces deux conceptions? Mais je dirais que c'est le mot lumière. D'un côté, les lumières de la raison, et de l'autre, la lumière anagogique. Voilà ce qui me semble unir ces deux approches. Comment préparer le grade qui suit celui de compagnon? Est-ce que dans votre ouvrage, l'un de vous deux pourrait nous donner quelques conseils pratico-mystiques, pratico-ésotériques, pratico-spirituels? Oui, la préparation, oui, c'est important, mais c'est à la fois important et à la fois secondaire, parce que si on passe son temps à se préparer, on ne passe pas son temps à être, on passe son temps à se projeter à un examen quelconque qu'on passerait plus tard. Donc, ce qu'on explique dans le manuel, très clairement, c'est que, en fait, on n'est pas compagnon et un jour on devient maître. C'est que le maître est déjà là et il va se révéler naturellement, comme la pierre, en fait, qui va être taillée. Il va se révéler naturellement. Et le passage à la maîtrise, c'est juste une formalité. On est déjà maître en sommeil et en éveil. On va plutôt dire, plutôt que le mot sommeil, je préfère le mot éveil. Donc, on est en éveil. Maintenant, ce qu'on explique dans l'ouvrage, c'est surtout comment communiquer dans la loge. Comment, parce que
à partir du moment où on est compagnon, on a le droit à la parole, on a le droit de s'exprimer, on planche. Et plancher, ce n'est pas un exercice de théâtre. Trop souvent, on présente ça comme une apparition publique. Alors, il faut bien parler. Et bien parler, c'est être vu, c'est être entendu. Et ce n'est pas forcément être vu. Ce n'est pas un travail forcément extérieur, c'est un travail toujours de révélation intérieure. Donc, c'est un travail d'humilité. Il faut cultiver cette fameuse porte basse qu'on a connue au grade précédent. Donc, ce qu'on explique, c'est comment le faire en se sentant bien, c'est-à-dire tout le travail respiratoire, le travail du rapport à l'autre, le travail du rapport à soi-même d'abord. C'est l'image qu'on peut avoir de soi-même qui va conditionner la manière dont on va se présenter dans la loge, on va partager son travail. Et ça, c'est très, très, très important. On n'en parle jamais dans les ouvrages qui traitent des grades en général. On nous présente sous forme de dictionnaire quelque part, chaque symbole, et on nous dit, ben voilà, ça correspond à ça, ça correspond à ça, mais on parle assez peu du maçon, comment il doit, lui, se comporter et vivre intérieurement. Se comporter, ce n'est pas forcément par rapport à l'autre, c'est par rapport à lui-même, comment il doit vivre. Et là, dans le même manuel, puisque ça fait partie du grade de compagnon, maître, c'est la maîtrise, ce n'est pas le contrôle. Et être maître, ça veut dire avoir une connaissance de soi-même, une connaissance intérieure. Et si ce n'est pas au grade de compagnon que ça doit se faire, je ne vois pas à quel moment on le fera, ce n'est pas au 33e degré pour ceux qui sont au RE2A. Dans l'introduction, on parle de cette possibilité d'acheter tous les tabliers et tous les rituels dans tous les grades. La question taquine que je vais vous poser, c'est est-ce qu'en achetant cet ouvrage, on va devenir compagnon? Eh ben, je vais reprendre la parole de Franck en disant que pour devenir compagnon, eh bien, il fallait déjà, en tant qu'apprenti, être un compagnon. Donc, celui qui achète l'ouvrage, il est déjà un compagnon. Oui, 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 oui. Ce qu'on exprime en fait en avant-propos, c'est que on ne vient pas en maçonnerie pour travailler. Et là, je reviens à la question du début. On travaille sur la forme, sur l'apparence. Il y a un travail qu'on peut faire à tous les degrés, c'est celui de la substitution. Et celui de la substitution nous ramène à celui des apparences. Et celui qui entre en maçonnerie et qui dit « je suis maçon », ce qu'on dit tous, et ben moi, pour taquiner, je dis souvent « je pratique la maçonnerie ». Parce que l'identification à ce que l'on fait nous amène à nous identifier aussi à nos degrés. Et nous identifier à nos degrés, ben c'est aussi un leurre quelque part. Parce que qui nous sommes? Nous ne sommes pas forcément ce que nous faisons. Et c'est vers cette ouverture-là qu'on éveille le nouveau compagnon dans l'avant-propos de l'ouvrage, parce que c'est ça qui va le préparer. C'est une sorte de fertilisation. Voilà. Merci pour cet excellent ouvrage qui est un outil de plus, qui vient compléter une très belle collection. Et je trouve que c'est une très bonne idée de l'avoir fait à plusieurs, au moins à deux, parce que cet ouvrage-là est vraiment un enrichissement. Merci à tous les deux.